fait, c'est un truc de la collection Exprime. Quand je suis arrivé il y a 10 ans dans la collection, eh ben, ça existait puisque Thibaut avait créé une collection où il avait l'idée de faire écrire au départ, dans les années 2000, des gens qui venaient du slam. Et donc, en fait, la bande-son, elle existe dans tous les romans de la collection. Cela étant, bah, vous avez raison, la musique est très importante pour moi dans l'écriture. Pas pendant que j'écris, mais autour du temps de l'écriture. J'écoute énormément de musique tout le temps, de beaucoup de genres différents. Ça va du rock progressif à l'origine, au jazz, en passant par le métal, la chanson française et le R&B aussi, et d'autres choses que j'oublie. Euh, donc c'est très important pour moi la musique. Effectivement, j'ai écrit beaucoup de chroniques de rock, surtout dans le domaine du rock progressif pendant très longtemps. Pendant plus de 20 ans, j'ai fait du bénévolat dans un label. Euh, la musique, je pense, elle a beaucoup joué sur le premier roman, La peau d'un autre, puisque j'ai écrit des poèmes. Mon personnage écrivait des poèmes, et ces poèmes, alors ils sont toujours inspirés par de la musique. Quand j'écris des poèmes, c'est une musique qui est le point de départ. C'est une chanson. Alors quelquefois, c'est une ligne des paroles de la chanson, souvent en anglais d'ailleurs. Quelquefois, c'est la musique. Et souvent, j'ai un texte qui va arriver, qui est calqué sur la musique, en fait, qui pourrait être chanté sur la musique. Euh, donc, dans ce premier roman, La peau d'un autre, tous les poèmes que j'ai écrits, en fait, ils sont inspirés par des musiques que j'ai d'ailleurs mentionnées sur la bande-son. Ensuite, dans le deuxième roman, il est beaucoup question d'Al Jarreau, et voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément, enfin, dont j'aime énormément la musique. Euh, J'écris pas en écoutant certains groupes en particulier, j'écoute énormément de musique récente en fait. J'aime beaucoup être au courant de ce qui sort, de ce qui arrive, de ce qui voilà. Et j'ai toujours besoin de renouveler ce que j'écoute. Après, j'ai des fidélités, voilà. Dans toutes mes bandes son, de tous les romans que j'ai écrits pour Exprime, il y aura toujours un morceau de Marillion, ça c'est obligé. Il y aura toujours un morceau de Lazuli, qui est un groupe français que j'aime énormément. Mais j'aime beaucoup renouveler ce que j'écoute. Euh, en revanche, l'écoute d'un morceau peut me donner envie d'écrire un poème, mais pas un roman. Euh, le roman, c'est quelque chose qui est plus un travail de fond et qui est plus. J'écoute pas un morceau quand j'écris un roman, j'en écoute plusieurs. J'écoute beaucoup de musique. Après, ça dépend des romans. Voilà, quand j'ai écrit Jungle Park, j'écoutais beaucoup de métal. Euh, et j'aime bien d'ailleurs écouter en général quand j'ai des moments quand il faut écrire, j'aime bien écouter du métal. Ça me donne pas mal d'énergie dans l'écriture. Deuxième question. Pourquoi avoir décidé d'écrire un roman qui traite de l'esclavage moderne alors que c'est un sujet peu évoqué et également tabou? Euh, alors, c'est difficile d'expliquer comment vient l'idée d'un livre. En fait, ce livre, il est sorti en 2017, mais j'ai eu l'idée du roman en 2013. J'avais lu plein de livres pas seulement sur l'esclavage domestique, mais sur les gens qui sont domestiques aujourd'hui encore et qui sont domestiques chez des gens parfois très riches, voilà, et qui racontaient un peu leurs souvenirs, qui étaient quelquefois assez étranges. Euh, et ensuite, j'étais un peu embarqué dans un autre roman qui est devenu Jungle Park parce que l'idée de Jungle Park m'est tombée dessus d'un coup et que je ne pouvais plus rien écrire d'autre que ce livre-là à ce moment-là. Et je suis revenu à mon histoire d'esclavage domestique. Alors pourquoi est-ce que ça me parlait autant? C'est toujours un peu compliqué chez moi. En tout cas, les idées, elles viennent, elles passent et puis elles s'accrochent. Et cette idée-là, elle s'accrochait beaucoup. Je pense que c'était une manière pour moi d'aller au bout de ce que je voulais écrire sur l'Afrique,
aujourd'hui et une manière de parler du racisme qui est un peu un sujet qui me tient à cœur et puis aussi de la condition alors des femmes, c'est un grand mot, puis c'est devenu à la mode, mais en fait, moi j'en parle depuis 10 ans, euh, de poser un peu la question du rapport du racisme, mais aussi de la domination masculine, du patriarcat à travers une histoire, et puis de la question du néocolonialisme et de cette relation qu'on a toujours avec les anciennes colonies, entre guillemets. Dit comme ça paraît très sérieux. Alors en plus, il y avait une autre chose, c'est que j'avais envie de raconter l'histoire d'une jeune fille. Je suis toujours un peu intéressé par les trajectoires, et donc depuis son enfance jusqu'à un peu l'âge adulte, au Cameroun et puis en France. Et je me rends compte que dans mes romans, en fait, il y a toujours un va-et-vient entre l'Occident et l'Afrique, entre le Cameroun et la France souvent d'ailleurs. Euh, et il y avait cette trajectoire qui m'intéressait et aussi de prendre le contre-pied des idées reçues sur un peu l'éternelle rengaine sur, au fond, les Africains qui veulent tous venir en France. Cette espèce de cliché raciste qui ne correspond pas à grand-chose. J'avais déjà essayé de parler un peu autrement des migrations dans Indomptable, et puis ben, là, j'avais envie de parler de ce sujet qui, alors, ouais, comme vous dites dans votre question, je ne sais pas s'il est tabou. J'ai eu cette phrase dans le passé terrible qu'on avait dite à mon éditeur au moment de mon deuxième roman. Les représentants lui avaient dit, vous savez, l'Afrique, ça n'intéresse pas les gens. Et je crois que d'autres romanciers, d'ailleurs plus connus que moi, l'ont entendu cette phrase. L'Afrique, ça n'intéresse pas les gens. Je ne sais pas si c'est un sujet tabou ou si c'est plus simplement un sujet qui n'intéresse, qu'on n'a pas envie d'explorer, parce que il ne concerne pas que les Africains, hein. L'esclavage domestique, ça concerne aussi des gens qui sont français d'origine. Euh, je pense que c'est un sujet qui est sous les radars, mais qui, au fond, bon, de temps en temps, il y a un article. Il y avait une douzaine d'années, il y avait un éditeur qui avait été pris en flagrant délit d'esclavage domestique. Donc, du coup, il y avait eu un article dans le Nouvel Obs, on en avait un petit peu parlé. Puis, il y a des livres qui sortent, mais au fond, bah, on n'a pas très envie de s'intéresser à ça. Moi, ça me parle, voilà, ça me parlait parce que j'avais besoin d'aller au bout de quelque chose que j'essayais de faire dans mes 3 romans précédents, qui ont tous pour cadre le Cameroun en partie, et puis l'Occident. De parler un petit peu à rebours de ma connaissance, de la petite connaissance que j'ai d'un petit coin d'Afrique. Euh, D'essayer de prendre le contre-pied des clichés, voilà. Et donc l'esclave domestique, cette notion de privation de liberté et d'enfermement. Je me suis rendu compte après l'avoir écrit, en fait, que ça revient dans tous mes livres, cette histoire de privation de liberté, d'enfermement, et puis d'enfermement parfois nécessaire. Et ce qui me plaisait dans mon héroïne, c'est qu'elle est très fragile, très naïve, mais qu'elle a une force en elle qui lui vient de sa famille, qui lui vient de sa grand-mère, qui lui vient de ses ancêtres, enfin voilà, qui lui vient de choses qui ne sont pas forcément toujours rationnelles. Et ça me plaisait, ça, cette idée d'affronter un destin qui est terrible avec un prédateur, mais en ayant cette force en elle. Donc, j'ai pas été confronté dans mon parcours à ça. Mon beau-frère, ma femme est camerounaise, mon beau-frère, il a connu ça au Cameroun. Lui, il a été à la limite de l'esclavage domestique, vraiment à la limite. Mais j'en ai pas vraiment parlé avec lui, en fait, parce que j'ai lu plein de choses là-dessus. Et puis après, en fait, quand je lis, je me documente. Et puis au bout d'un moment, après, je raconte une histoire. Et l'histoire, je l'imagine. Et j'ai plus envie m'enfermer dans des références réelles. J'ai envie que voilà, mon personnage vive sa vie et petit à petit bah, découvre. Et voilà. Alors après, pour moi, c'est une histoire d'esclavage, la proie, mais c'est surtout une histoire de liberté. C'est une histoire de liberté à conquérir. Et je
pense que c'est un peu ce qui, j'espère, peut parler, aux ados, aujourd'hui, qui sont loin d'être des gens libres, dans leur vie, globalement. Alors, l'histoire de fin. Mon premier roman, je ne l'ai pas écrit pour les ados, je ne l'ai pas pensé pour les ados, je l'ai écrit, voilà, en 2011. Et puis il a atterri chez Sarbacane et bah, j'ai découvert à ce moment-là que Thibaut, mon éditeur, bah, trouvait que ça marchait très bien. Et ça m'a un peu surpris parce que c'était un roman très noir, très sombre, dur, et qui finissait par une mort. Donc j'étais un peu perplexe et par rapport au fait que je suis aussi enseignant, que je suis en contact avec des ados tout le temps, j'aimais pas trop l'idée, même si pour moi la fin de mon premier roman, La peau d'un autre, est pas désespérante du tout. Elle est plutôt rageuse. Donc la rage, c'est pas du désespoir. La rage, il y a de l'énergie dedans. Euh, mais quand même, ça m'a un peu pas satisfait que ça se retrouve dans une collection comme ça parce que ça pouvait donner, si on le comprenait pas bien, ça pouvait donner une impression un peu désespérante et j'aimais pas trop ça. Et par la suite, bon, il se trouve que ce roman-là, de toute façon, on ne pouvait pas changer. Enfin, c'est une trajectoire qui n'était pas changeable. Voilà. Enfin, bon, les gens qui l'ont lu, je pense, comprennent pourquoi. Euh, En revanche, ensuite, la question s'est souvent posée de la fin des romans. Et pour moi, pour La Proie, c'était clair au départ que je ne pouvais pas du tout envisager d'écrire une histoire dans laquelle elle allait être la victime jusqu'au bout. Voilà, pour moi, c'était pas possible. Parce que ça aurait été pour le coup vraiment désespérant, là, si elle était... et elle va presque jusqu'au bord de ça, jusqu'au bord de la mort, du suicide aussi. Et je ne pouvais pas envisager d'écrire un livre qui s'arrête là au désespoir. Donc c'est vrai que le fait qu'elle survive, c'était clair pour moi au départ. Après, quand j'écris, je suis plutôt du genre à partir à l'aventure et à pas faire vraiment d'organisation de plan et je vois où ça m'emmène. Donc j'ai toujours éventuellement une fin et encore pas toujours dans le roman que j'ai écrit pour Exprime de l'année prochaine. J'avais même pas la fin, j'avais le début, j'avais la première page, vraiment c'était tout ce que j'avais. Pour La Proie, j'avais le début, j'avais une idée de ce qui allait se passer en France et pas vraiment ensuite d'ailleurs où c'était très vague ce qui se passait après. Et ben, en fait, quand j'écris, la fin, elle s'écrit toute seule parce que c'est à un moment où les personnages ont leur vie propre. Moi, je les suis. J'ai plus besoin de me poser beaucoup de questions, en fait. L'histoire s'écrit toute seule. C'est assez agréable, enfin pour moi, d'écrire la fin d'un roman, j'avoue. Euh, Ça file, voilà. Et donc la fin de La Proie, elle s'est écrite naturellement de façon positive parce que pour moi, elle arrive à ce qu'elle veut, elle arrive à rentrer chez elle. Et voilà, et c'était important pour moi de dire que l'idée qu'on veuille forcément, quand on est africain, vivre en Europe, ben non. Il y a énormément d'Africains qui n'ont pas, enfin de Camerounais que je connais, qui n'ont pas du tout envie de vivre en Europe. Ils voudraient juste qu'on leur foute la paix et ça c'est autre chose. Mais je trouvais important de montrer une jeune fille qui est simplement heureuse de rentrer chez elle, quoi. Voilà. En fait, j'ai pratiquement écrit chaque roman dans un endroit différent parce que on a pas mal déménagé depuis que j'ai commencé à écrire. Donc les deux premiers romans, ils ont été écrits en Corrèze, à Brive, effectivement dans une sorte de, je sais pas s'il faut dire bureau, j'en ai pas de photos. C'était à côté de la salle de jeu des enfants, une espèce de petit coin dans le grenier qui était à peine aménagé, mais sur lequel j'avais une fenêtre sur le côté qui me donnait une vue sur le jardin. Et j'étais très enfermé à ce moment-là dans cet endroit, dans ce petit endroit. Et j'étais très bien pour les deux premiers romans parce que je me coupais complètement de tout.
Le troisième, il a été écrit à Bordeaux, enfin dans l'agglomération bordelaise, dans le déménagement pour la Sorcitresse, et après pour Jungle Park. Et alors là, il a été écrit n'importe comment. Il a été écrit dans le tram, il a été écrit dans le bus, il a été écrit dans des conditions invraisemblables, dans des chambres d'hôtel au moment de rencontre, voilà, c'était un roman écrit de manière très décousue, très désordonnée. Peut-être qu'il en reste quelque chose dans le roman, je ne sais pas. Mais depuis 2014, j'aime plus du tout l'idée d'écrire dans un bureau, en fait. Donc j'écris dans la pièce principale, j'écris dans le salon, j'écris. Là, j'ai emménagé à l'automne dans une maison. J'ai pas encore vraiment écrit dedans. Et puis ça va être sûrement dans la véranda parce que c'est un endroit qui est sympa et que je pense que je vais écrire pas mal cet été. Mais il y a un bureau, j'y travaille, mais j'y travaille comme prof et j'ai pas du tout envie d'écrire dans l'endroit où je travaille comme prof.